Alors, aujourd'hui, on plonge dans un livre qui, à sa sortie, a fait l'effet d'une bombe, de la nature humaine. Son auteur, le biologiste E.O. Wilson, y a osé poser une question qui remettait en cause des millénaires de pensée. Il a voulu savoir ce qui, au fond, dans notre biologie, fait de nous des humains. Et cette question, la voilà. Qu'est-ce qui définit vraiment la nature humaine? Pendant des siècles, c'était le domaine des philosophes, des théologiens. Chacun y allait de sa théorie. Mais Wilson, lui, a pris un chemin complètement différent. Il est allé chercher la réponse là où personne ne l'attendait vraiment à l'époque, dans notre propre histoire évolutive. Faut se remettre dans le contexte des années 70. Le débat était, disons, assez polarisé. D'un côté, il y avait la vision un peu théologique, l'humain, cet être tiraillé entre le bien et le mal. Et de l'autre côté, c'était le consensus intellectuel de l'époque, l'idée de la fameuse table rase. En gros, on est trait comme une page blanche, et c'est la culture qui écrirait absolument tout sur nous. Et là, Wilson arrive et il met un grand coup de pied dans la fourmilière. Il dit « Non, vous faites fausse route tous les deux ». Il propose une troisième voie, une idée qui, à l'époque, était complètement radicale, voire scandaleuse. Et si notre nature humaine, tout simplement, était le produit de millions d'années d'évolution? Une idée qui, croyez-moi, a déclenché une sacrée tempête. Bon, mais alors, comment est-ce qu'il a bâti son argumentation? Il ne s'est pas contenté de lancer une idée en l'air. Non, il a carrément proposé un nouveau cadre scientifique pour l'étudier. Et ce cadre, c'est ce qu'il a appelé la sociobiologie. Alors le mot peut faire un peu peur, mais l'idée de base est en fait assez simple et même puissante. C'est l'étude de la base biologique de tous les comportements sociaux. L'idée, c'est de se dire, attendez, on étudie bien le comportement des fourmis ou des loups d'un point de vue évolutif, alors pourquoi pas nous? Pourquoi l'humain serait-il une exception? Maintenant, on arrive au cœur du réacteur. C'est là que ça devient vraiment intéressant et controversé. Parce que forcément, si on commence à parler de base biologique pour nos comportements, ça soulève une question énorme. La question c'est, est-ce que ça veut dire que tout est joué d'avance? Que nos gènes sont notre destin? C'est la grande crainte, le malentendu numéro 1 qui a collé à la peau de la sociobiologie. L'idée que si c'est biologique, alors on est juste des marionnettes de notre ADN. Mais c'est là que la pensée de Wilson est beaucoup plus subtile que ça. Pour bien comprendre, il faut voir la différence. D'un côté, on a le déterminisme simple. Pensez à un insecte. Son comportement est quasiment programmé. C'est une autoroute à sens unique. Mais ce que Wilson dit pour nous les humains, c'est complètement différent. Nos gènes ne nous mettent pas sur une autoroute. Ils dessinent plutôt une carte avec des routes plus larges, plus faciles à prendre, des prédispositions. Mais au final, c'est la culture et notre vie qui décident du chemin qu'on emprunte. Et pour que ce soit encore plus clair, il a une métaphore absolument géniale, celle du paysage développemental. Imaginez une balle qui dévale une pente. Cette pente, elle n'est pas lisse, elle est pleine de creux, de vallées. Eh bien, les gènes, ce sont eux qui ont dessiné le relief. Ils ont creusé certaines vallées plus profondes. La balle aura donc tendance à aller dans ces vallées. Mais l'expérience, un coup de vent, un caillou, peut faire dévier la balle. Les gènes fixent le paysage, l'expérience décide du trajet. Alors, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Wilson parle de règles d'apprentissage. Prenez le langage, c'est l'exemple parfait. Un bébé n'a pas le gène du français ou du chinois, mais son cerveau est préparé. Il a une soif incroyable d'apprendre une langue et d'en comprendre la grammaire. L'esprit n'est donc pas une page blanche, mais plutôt, comme il le dit, un négatif exposé qui attend d'être plongé dans le révélateur de la culture. Ok, la théorie est posée. Maintenant, voyons comment tout ça se traduit concrètement dans nos sociétés, dans notre vie de tous les jours. L'altruisme, par exemple. Wilson en distingue deux types. D'abord, l'altruisme pur et dur, celui de l'abeille qui meurt pour sa reine. C'est un aller simple. Et puis, il y a notre altruisme à nous, les humains. Wilson l'appelle l'altruisme réciproque. En clair, il est souvent intéressé. C'est un donnant-donnant, même inconscient. J'aide aujourd'hui en espérant, au fond, qu'on m'aidera demain. Une stratégie gagnante. Et pour montrer que cette tension n'est pas juste une idée de biologiste, il cite Solzhenitsyn. La ligne de partage entre le bien et le mal traverse le cœur de chaque être humain. Ça résonne parfaitement avec ce tiraillement constant entre nos intérêts propres et ceux du groupe. Même logique pour l'agression. On dit l'agression comme si c'était une seule et même pulsion. Mais Wilson, lui, la dissèque. Il montre qu'il n'y a pas une agression, mais des agressions. La défense d'un territoire ou l'affirmation de sa domination, ce sont des comportements totalement différents, avec des logiques évolutives différentes. C'est ça l'accroche sociobiologique, aller dans le détail. Et ce qui est fou, c'est que ça marche aussi à l'échelle des civilisations. Quand on regarde l'histoire humaine, on voit que les sociétés, en grandissant, suivent un chemin assez prévisible. On passe de petites bandes à des tribus, puis des chefferies,
et enfin des États. Et à chaque étape, des choses similaires apparaissent. Le leadership devient héréditaire, des lois codifiées apparaissent. Ce n'est pas un hasard. C'est comme si notre nature nous poussait à trouver des solutions similaires aux mêmes problèmes. Et là, on fait le lien avec aujourd'hui. D'après Wilson, des comportements comme le nationalisme ou le racisme ne sont en fait que des versions XXL de nos vieux instincts tribaux. Pendant des millénaires, il était vital de faire la différence entre nous, notre groupe, et eux. Aujourd'hui, la culture prend cet instinct et le démultiplie à l'échelle d'une nation. Mais attention, Wilson ne s'arrête pas là. Il va beaucoup plus loin. Et c'est là qu'on entre dans des questions philosophiques, éthiques, qui donnent carrément le vertige. C'est la dernière partie et peut-être la plus importante. Parce que si on accepte que nos pulsions les plus profondes ne viennent ni d'un Dieu, ni de nulle part, mais de notre évolution, alors nous voilà face à deux immenses dilemmes. Le premier, c'est une crise de sens. Si la religion, la morale ne sont finalement que des trucs qui ont aidé nos ancêtres à survivre, qu'est-ce que ça vaut, vraiment ? Et le second dilemme, c'est celui du choix. Pour la première fois, on commence à comprendre notre propre programmation. La question devient qu'est-ce qu'on garde et qu'est-ce qu'on jette ? Sur le premier dilemme, Wilson écrit que si on réalise que nos objectifs transcendantaux sont en fait des adaptations biologiques, la lutte pour le pouvoir pourrait diminuer. L'idée est énorme. En comprenant l'origine de nos pulsions, on pourrait peut-être les désamorcer. Mais le risque, c'est aussi que ça sape limites qui ont fait tenir nos sociétés. Et pour le deuxième dilemme, c'est encore plus direct. Le choix doit se faire parmi les prémices éthiques inhérentes à notre nature biologique. Autrement dit, on ne peut plus se cacher derrière Dieu ou la tradition. On a les cartes en main, notre propre code source, et c'est à nous de décider des règles du jeu. Alors oui, la question est angoissante. Si nos grands récits, nos mythes fondateurs ne sont que des illusions utiles créées par l'évolution, sur quoi est-ce qu'on peut bien s'appuyer pour avancer ? Mais là où ça devient magnifique, c'est que Wilson n'est pas du tout pessimiste. Au contraire, pour lui, cette connaissance de nous-mêmes n'est pas la fin de l'histoire, c'est le début d'une nouvelle épopée. Une grande histoire commune qui ne serait plus basée sur des mythes, mais sur la quête rationnelle de qui nous sommes. Et il termine par cette phrase juste incroyable. Toute épopée a besoin d'un héros. L'esprit fera l'affaire. Le héros de cette nouvelle histoire, ce n'est plus un dieu ou un roi, c'est notre propre esprit, notre capacité à comprendre. L'aventure ultime, finalement, c'est de se regarder en face pour enfin décider en pleine conscience de ce que nous voulons devenir.